Quand mon fils Clément a dit « Cette maison n'est plus la tienne, papa », devant le gardien, devant les voisins et devant n'importe qui passant par l'avenue Hoche cet après-midi froid de mars, j'ai simplement hoché la tête. J'ai pris ma petite valise en cuir marron, la même que j'avais achetée en 1968 lors de mon premier voyage d'affaires à Lyon, et je me suis assis là, directement sur le trottoir pavé devant l'immeuble haussmannien de 7 étages. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas versé une larme, j'ai juste posé mes 87 ans sur ce banc public glacé, sous le regard gêné de Madame Dubois du 3e étage, qui rentrait avec ses courses, sous le regard stupéfait de Monsieur Chen du 6e, qui promenait son caniche blanc, et sous le regard méprisant et victorieux de ma belle-fille Isabelle, qui observait toute la scène depuis la fenêtre du 5e étage, ses bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres. Parce que je connaissais quelque chose que personne d'autre ne savait, un détail juridique, un petit document signé il y a exactement 18 mois chez maître Philippe Fontaine, notaire installé depuis 35 ans au 24 rue de Rivoli. Un papier officiel, enregistré, authentifié, qui transformerait cette humiliation publique en leçon silencieuse, implacable et absolument définitive. Je m'appelle Vincent Muller. J'ai 87 ans, bientôt 88 le 15 juin prochain, si Dieu me prête vie jusque-là. Je suis né le 15 juin 1937, dans une famille extrêmement modeste du 15e arrondissement de Paris, dans un petit appartement de 2 pièces, rue de la Convention. Mon père, Auguste Muller, était ouvrier métallurgiste chez Renault. Ma mère, Simone, était couturière à domicile. Nous n'avions rien, vraiment rien. Mais nous avions des valeurs, le travail, l'honnêteté, le respect, la dignité. J'ai grandi pendant l'occupation allemande, j'ai connu la faim, le froid, la peur. J'ai vu mon père partir travailler chaque matin à 4 heures du matin pour nourrir sa famille. J'ai vu ma mère coudre jusqu'à minuit pour gagner quelques francs supplémentaires. Et j'ai appris que rien n'est gratuit dans cette vie, que tout se mérite, que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'il faut le gagner sou par sou avec sueur et détermination. J'ai travaillé dur toute ma vie, extrêmement dur. À 14 ans, j'ai quitté l'école pour devenir apprenti comptable dans une petite entreprise textile du Sentier. À 18 ans, j'ai obtenu mon certificat de comptabilité par correspondance, en étudiant le soir, après mes journées de travail de 10 heures. À 21 ans, en 1958, j'ai été embauché comme commis comptable dans une entreprise d'import-export du 11e arrondissement, la société Bertrand & Fils. Salaire 320 francs par mois. De quoi à peine payer mon loyer, une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, rue de Charonne, et me nourrir de pain, de fromage et de pommes de terre. Mais j'avais un rêve simple mais puissant, devenir financièrement indépendant. Ne jamais dépendre de personne, construire quelque chose, laisser une trace, et j'ai bâti un patrimoine honnête, construit franc par franc, puis euro par euro, pendant 66 années de travail acharné, d'économies drastiques, d'investissements judicieux et de gestion rigoureuse. Veuf depuis 4 ans. Ma Marguerite adorée est partie un matin de septembre 2020, emportée en 3 mois seulement par un cancer du pancréas foudroyant qui ne lui a laissé aucune chance. Je vis seul depuis cette terrible journée. Enfin, je vivais seul. Jusqu'à ce que mon fils unique Clément et sa femme Isabelle décident que ma présence dans l'appartement que je leur avais pratiquement offert était devenue encombrante, très encombrante. Insupportable même. Parce que pour eux, vous comprenez, je n'étais plus qu'un vieil homme sénile, diminué et inutile, qui occupait bêtement 120 mètres carrés au cœur du 8e arrondissement de Paris, dans l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus chers de la capitale. Un appartement valant aujourd'hui, selon les dernières estimations immobilières que j'ai consultées discrètement en février dernier, environ 2 300 000 €. Peut-être même 2 400 000 avec la récente flambée des prix dans ce secteur. Mais ce que Clément et Isabelle ignoraient totalement,
Ce que personne ne savait dans cette famille, pas même ma défunte Marguerite, qui n'en connaissait qu'une petite partie, c'est que cet appartement de l'avenue Hoche n'était qu'une infime partie, une toute petite fraction, presque négligeable, de ce que j'avais patiemment construit, accumulé, protégé pendant 6 décennies et demie de discipline financière absolue. Une goutte d'eau dans l'océan de mon patrimoine. Et que moi, le vieux Vincent qu'on croyait diminuer mentalement, aux facultés cognitives réduites, dépendant financièrement et émotionnellement de la bonne volonté de son fils, j'avais parfaitement conscience de chaque mot prononcé, de chaque regard échangé, de chaque plan sournois échafaudé dans mon dos, de chaque manipulation financière tentée contre moi. Les premières semaines, après que Clément et Isabelle aient emménagé dans l'appartement, c'était exactement le 15 janvier 2023. Il y a donc un peu plus de 14 mois maintenant. Tout semblait absolument parfait en surface. Mon fils m'avait dit, avec des trémolos dans la voix et des larmes au coin des yeux qui semblaient si sincères, « Papa, écoute-moi bien. Tu ne peux absolument pas rester seul dans cette immense maison de Versailles. C'est beaucoup trop grand pour toi, beaucoup trop dangereux. Et si tu tombes dans les escaliers, et si tu as un malaise, qui sera là pour t'aider? Viens habiter avec nous à Paris. On sera ensemble, comme une vraie famille. Je m'occuperai de toi. Isabelle aussi. On prendra soin de toi. Tu es mon père. C'est normal. » Des mots tendres. Des mots apparemment remplis d'amour filial. Des mots de fils attentionné et dévoué. J'avais été touché. Vraiment touché. Ou du moins, j'avais fait semblant de l'être. J'avais donc vendu ma belle maison de Versailles, cette magnifique propriété de 250 mètres carrés avec un jardin de 400 mètres carrés, située dans le quartier résidentiel de Montreuil où Marguerite et moi avions élevé Clément pendant 35 ans, où nous avions vécu nos plus beaux moments, nos Noëls en famille, nos dimanches au jardin, nos soirées tranquilles devant la cheminée. Je l'avais vendue pour 320 000 €. Une transaction extrêmement rapide, conclue en moins de 6 semaines. Clément s'était occupé de tout. Il avait trouvé l'acheteur, négocié le prix, géré tous les aspects administratifs. Il m'avait dit, avec cette sollicitude qui semblait si authentique, « Papa, ne t'inquiète de rien. Tu n'as plus l'âge de gérer toutes ces paperasses compliquées, ces notaires, ces diagnostics, ces signatures. Laisse-moi faire. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à signer ou je te dirai de signer. » Et j'avais signé, sans poser de questions, sans vérifier les documents en détail, sans consulter mon propre notaire. Du moins, c'est exactement ce que Clément croyait, car en réalité, 2 jours avant la signature définitive chez le notaire, j'avais discrètement fait examiner tous les documents par Maître Fontaine. Et celui-ci m'avait confirmé que tout était en ordre, que le prix était correct pour le marché, que je ne me faisais pas arnaquer sur cette transaction spécifique. « Monsieur Muller, m'avait-il dit, votre fils a bien géré cette vente. Le prix est juste. Vous pouvez signer en toute confiance. » J'avais donc signé, mais en gardant les yeux grands ouverts, en restant vigilant, en observant. Les premières fissures dans cette façade familiale parfaite sont apparues au printemps 2023, environ 3 mois après mon installation avenue Hoche. Des petites remarques, insignifiantes au début, presque anodines, mais qui révélaient si quelque chose, un changement, une transformation. « Papa, tu ne trouves pas que tu manges beaucoup trop pour ton âge? L'épicerie coûte vraiment très cher ces temps-ci. L'inflation, tu comprends. » Ou encore, « Papa, il faudrait vraiment que tu penses à contribuer un peu aux charges de l'appartement. Après tout, tu vis ici gratuitement depuis 3 mois maintenant. L'électricité, l'eau, le chauffage, l'entretien, tout ça coûte une fortune. Gratuitement. » Ce mot résonnait de manière étrange, presque surréaliste dans ma tête quand je repensais aux 150 000 €, oui, 150 000 € exactement, que j'avais versé à Clément en août 2019 pour l'aider à acquérir cet appartement. Une somme colossale, une donation déguisée en prêt familial informel, mais bien sûr, pas le moindre contrat écrit, pas la moindre reconnaissance de dette. On était en famille, après tout. On se faisait confiance. Du moins,
C'est ce que je croyais naïvement à l'époque. Puis vinrent les humiliations plus directes, plus crues, plus blessantes. Un soir de juin 2023, un jeudi, si ma mémoire est bonne, lors d'un dîner mondain où Isabelle avait invité 6 de ses amis du 16e arrondissement. Ces femmes au sac Hermès Birkin à 15 000 € et au sourire figé par le botox. Ces bourgeoises parisiennes qui passent leur temps entre instituts de beauté et boutiques de luxe. Elle a déclaré devant tout le monde, en me désignant d'un geste négligent et méprisant de sa main parfaitement manucurée, ornée de bagues en diamants. Vous comprenez, mesdames, on doit supporter mon beau-père ici. À son âge avancé, il ne peut évidemment plus vivre seul. Il n'a plus toute sa tête, le pauvre. C'est un poids énorme pour nous. Mais bon, c'est notre devoir familial. On ne peut pas l'abandonner même si c'est extrêmement difficile au quotidien. Un poids, un fardeau, une charge. J'ai continué à manger ma soupe aux légumes en silence, comme si je n'avais absolument rien entendu, comme si j'étais effectivement ce vieillard sénile et sourd qu'elle décrivait, mais je notais mentalement chaque mot, chaque insulte soigneusement enrobée de fausse compassion charitable, chaque humiliation déguisée en sollicitude. En juillet 2023, j'ai surpris une conversation entre Clément et Isabelle dans le grand salon. Il était exactement 23h15. Je me souviens de l'heure précise, car je venais de regarder la pendule ancienne de Marguerite. Il me croyait profondément endormi dans ma chambre depuis 21h, selon mon habitude de vieux monsieur fatigué. Mais j'étais debout, dans le couloir sombre, écoutant. « Il faut absolument qu'on trouve une solution rapide pour ton père », disait Isabelle avec cette voix sèche, coupante, qui était progressivement devenue sa signature vocale. Il occupe la chambre principale, la plus grande, la plus belle de l'appartement. Celle qui a le balcon avec vue sur l'Arc de Triomphe. On pourrait facilement la louer sur Airbnb pour 1 500 € par semaine. Calcul, ça ferait 6 000 € par mois si on la loue chaque semaine. 72 000 € par an. C'est énorme. On pourrait refaire toute la cuisine, partir 3 semaines aux Maldives, changer la voiture. Clément hésitait. Je l'entendais dans sa voix. Mais Isabelle, sois raisonnable. Où est-ce qu'il dormira, mon père? On ne peut quand même pas le mettre dans le débarras. La réponse d'Isabelle a littéralement glacé mon sang dans mes veines, malgré mes 86 ans à l'époque et tout ce que j'avais déjà vu dans ma longue vie. Mais enfin, Clément, réfléchis 2 secondes. Il y a des maisons de retraite très bien, très correctes, en banlieue, du côté de Pontoise, de Cergy, d'Argenteuil. Pour 1 200 € par mois, on en trouve des tout à fait convenables. Avec sa petite pension de retraite ridicule, il pourra payer sans problème. Et s'il n'a pas tout à fait assez, eh bien tant pis, on complétera avec 50 ou 100 €. De toute façon, soyons honnêtes, il n'en a plus pour très longtemps à son âge. 2 ans, 3 ans maximum. Après, on récupère tout. L'héritage, ses comptes, tout. Ma petite pension de retraite ridicule. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Il pensait, sincèrement, absolument, que mes seuls revenus mensuels étaient les 1 400 € que je recevais de ma retraite de base en tant qu'ancien employé de bureau, complétée par ma petite retraite complémentaire. Il ne savait strictement rien, rien du tout, absolument rien de ma véritable situation financière. Parce que j'avais appris très jeune, dès mes 20 ans, une leçon fondamentale que mon père m'avait enseignée. L'argent attire la convoitise, comme le miel attire les mouches, et le silence protège infiniment mieux que n'importe quel coffre-fort blindé de banque suisse. Permettez-moi maintenant de vous raconter qui était vraiment Vincent Muller, qui je suis vraiment. En 1958, à tout juste 21 ans, frais et naïf, j'ai commencé comme simple commis comptable dans cette petite entreprise d'import-export du 11e arrondissement que j'ai déjà mentionné. Salaire dérisoire, appartement minuscule et insalubre. Mais j'avais une qualité rare, une qualité que très peu de gens possèdent véritablement. La patience. Une patience infinie. Et une curiosité absolument insatiable pour les chiffres, les pourcentages, les investissements, les marchés financiers, la bourse, l'immobilier.
Pendant que tous mes collègues de bureau dépensaient intégralement leur maigre paie dans les bistrots du quartier, dans les cinémas, dans les filles, moi j'économisais, méthodiquement, obsessionnellement, franc par franc, centime par centime. En 1962, à 25 ans, j'ai acheté mes toutes premières actions en bourse. 10 parts de la Société Générale à 85 francs l'unité. Une véritable fortune pour moi à cette époque. 850 francs au total, l'équivalent exact de 2 mois de loyer complet. J'ai dû me priver de chauffage pendant tout l'hiver 1961-1962 pour économiser cette somme. J'ai eu froid, très froid, mais j'ai tenu bon. Parce que je savais. Je savais que ces 10 petites actions étaient le premier pas. Le début de quelque chose de grand. Les années ont passé, lentement, méthodiquement. J'ai continué. Actions, obligations d'État, SICAV, immobilier locatif, toujours discrètement, toujours sans jamais en parler à personne, pas même à mes parents, pas même plus tard, à ma douce Marguerite que j'ai épousée le 12 juin 1965 dans la petite église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Elle ne connaissait qu'une partie de nos avoirs, la partie officielle. Je ne voulais pas l'inquiéter avec tous ces détails financiers compliqués. Je ne voulais pas qu'elle ait peur, qu'elle s'angoisse. Je gérais tout, en silence, dans l'ombre, comme un gardien invisible de notre avenir. En 1975, à 38 ans, j'ai acheté mon premier bien immobilier locatif. Un petit studio de 28 mètres carrés dans le 12e arrondissement, près de la place de la Nation, pour 75 000 francs. Je l'ai loué immédiatement 400 francs par mois à un jeune étudiant en médecine. En 1983, 46 ans, un 2 pièces à Lyon, quartier de la Croix-Rousse, 90 000 francs. Loué 600 francs mensuels. En 1991, 54 ans, départ dans une SCPI spécialisée dans l'immobilier commercial de bureau en région parisienne. 120 000 francs investis, rendement annuel 7%. En 2005, 68 ans, juste avant la grande crise financière que je sentais venir, je lisais quotidiennement Le Figaro, Les Échos, La Tribune, j'analysais les tendances, les signaux d'alerte, j'ai tout revendu, absolument tout. Actions, parts de SCPI, tout. Et j'ai placé l'intégralité de cet argent en obligations d'État allemandes ultra sécurisées. Puis en 2009, quand les prix immobiliers et boursiers étaient au plus bas historique, effondrés, j'ai tout racheté. Appartements bradés, actions sous-évaluées. J'ai multiplié mon patrimoine par 3 en 4 ans. Aujourd'hui, en ce mois de mars 2024, alors que je suis assis sur ce banc public glacé de l'avenue Hoche, avec ma vieille valise en cuir marron posée à côté de moi, mon patrimoine personnel s'élève très exactement à 7 160 000 €. Je connais ce chiffre par cœur car je vérifie mes comptes toutes les semaines. 4 appartements dans Paris et Lyon, tous loués en gestion locative professionnelle. 2 400 000 € en portefeuille d'actions soigneusement diversifiées, 30% actions françaises, 30% actions européennes, 40% actions américaines et asiatiques. 1 500 000 € répartis sur 3 contrats d'assurance vie différents, 600 000 € en obligations d'État françaises et allemandes, et 860 000 € dispersés sur divers comptes d'épargne, livrets A, LDD, PEL. Tout cela géré silencieusement, efficacement, par 3 cabinets de gestion de patrimoine différents que je n'ai jamais mélangés. Monsieur Levasseur, chez Rothschild & Co, avenue Matignon. Madame Chen, chez Pictet & Cie, rue de la Paix. Et Monsieur Arnaud, dans un excellent cabinet indépendant de gestion de patrimoine familial, 42 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais pour Clément et Isabelle, dans leur ignorance absolue et leur aveuglement cupide, j'étais juste un vieux pauvre, un retraité indigent qui vivait péniblement de sa maigre pension de 1 400 €. Et c'était exactement, précisément, ce que je voulais qu'ils croient. Parce que depuis la mort brutale de ma Marguerite, depuis ce terrible matin de septembre 2020 où je l'ai trouvée sans vie dans notre lit, j'avais commencé à observer mon fils unique d'un œil complètement différent, nouveau, critique,
analytique. Les petites remarques déplacées sur l'argent, l'impatience grandissante dans sa voix, les calculs financiers à peine dissimulés, les regards échangés avec Isabelle. Je voulais savoir. J'avais besoin d'être absolument sûr, avant de prendre ma décision finale, irrévocable, concernant l'héritage de toute une vie de travail. Alors j'ai organisé un test moral silencieux, méthodique. J'ai consciemment joué le rôle du vieillard légèrement diminué, un peu confus, financièrement dépendant. J'ai laissé Clément gérer entièrement la vente de ma maison de Versailles sans intervenir. J'ai accepté sans discuter de venir vivre chez lui. J'ai fait semblant de ne pas comprendre leurs allusions de plus en plus transparentes. Et j'ai observé, noté mentalement, enregistré dans ma mémoire chaque trahison, chaque manquement, chaque humiliation. En août 2023, 7 mois après mon installation, Clément m'a solennellement demandé de signer une procuration bancaire. Papa, écoute-moi bien. C'est vraiment juste pour faciliter les choses au quotidien, pour te simplifier la vie. Si jamais tu as un problème de santé, une hospitalisation, un accident, je pourrais gérer tes affaires courantes sans difficulté, payer tes factures, retirer de l'argent pour tes besoins, gérer tes comptes. C'est du bon sens, tu comprends? La procuration était rédigée de manière extrêmement large, très générale. Elle lui donnait théoriquement accès à mes comptes bancaires, la possibilité légale de vendre mes biens immobiliers, de signer des documents importants en mon nom, de disposer de mes avoirs. J'ai lu le document 3 fois, très lentement, faisant semblant de chercher mes lunettes, de ne pas bien comprendre les termes juridiques compliqués, de me perdre dans les phrases. Puis finalement, après avoir bien joué mon rôle, j'ai dit d'une voix faible et résignée, « D'accord, mon fils, d'accord, je te fais entièrement confiance, tu es mon sang. » Et j'ai signé devant lui cette procuration. Mais ce que Clément ignorait totalement, ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'est que cette procuration qu'il croyait si puissante ne couvrait en réalité qu'un seul et unique compte. Mon compte courant ordinaire au Crédit Lyonnais avec exactement, à ce moment précis, 3 800 €. Mes vrais comptes, mes véritables avoirs, les 7 millions d'euros, étaient répartis dans 4 autres banques, complètement différentes, sous des structures légèrement différentes, avec des procurations différentes, données à Maître Fontaine, parfaitement protégées, totalement inaccessibles à Clément, hermétiquement blindées. Exactement 2 semaines après avoir signé cette procuration, le 8 septembre 2023 très précisément, j'ai surpris une autre conversation téléphonique. Cette fois entre Isabelle et sa mère. Elle parlait fort, très fort, pensant que j'étais complètement sourd comme beaucoup de personnes âgées. « Oui, maman, c'est fait. On a enfin la procuration. Clément l'a obtenue la semaine dernière. Le vieux a signé sans même lire, comme un idiot. Dès qu'on l'aura placé en maison de retraite, on vise novembre, début décembre maximum, on pourra vider tranquillement ses comptes et vendre rapidement ce qui reste de l'appartement de Versailles si par miracle il y a encore quelque chose. Clément pense qu'on peut récupérer facilement 200 à 250 000 € au total. Ce sera absolument parfait pour enfin refaire toute la cuisine comme je le veux depuis des années et partir 3 semaines de vraies vacances de luxe aux Maldives. J'ai déjà repéré un hôtel 5 étoiles magnifique à 14 000 € la semaine. 200 000 €, 250 000 au mieux. Il pensait réellement, sincèrement, que c'était absolument tout ce que je possédais au monde, toute ma fortune. Le résultat de 66 années de labeur, et ces vacances somptueuses aux Maldives dans un palace, payées directement avec l'argent volé à leur vieux père, expédié sans ménagement dans un mouroir sordide de banlieue lointaine. Mon cœur se serrait dans ma poitrine. Pas vraiment de tristesse, pas de chagrin, non, de dégoût, un dégoût profond, viscéral. Pour la toute première fois de ma longue vie de père, j'ai ressenti du dégoût pur pour mon propre fils, pour ma propre chair et mon propre sang. C'est exactement à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi cette conversation révélatrice, début septembre 2023, que j'ai pris ma décision finale,
ma décision définitive et irrévocable. J'ai appelé maître Philippe Fontaine sur son téléphone portable personnel. Philippe Fontaine, notaire réputé et intègre rue de Rivoli, que je connaissais depuis exactement 32 ans, depuis 1991. Un homme de confiance absolue, un professionnel irréprochable. Je lui ai expliqué toute la situation, absolument tout, sans rien cacher, sans rien omettre, les humiliations répétées, les plans de placement en maison de retraite, la procuration obtenue sous faux prétexte, les conversations surprises, tout. Il m'a écouté pendant plus d'1 heure avec cette gravité professionnelle rassurante qui caractérise les grands notaires parisiens. Puis il m'a dit, très calmement, « Monsieur Muller, écoutez-moi bien. Vous avez légalement plusieurs options juridiques possibles. La plus radicale, la plus définitive, serait une révocation pure et simple de donation pour ingratitude manifeste, conformément aux articles 955 et suivants du Code civil français. Mais attention, il faut des preuves solides, indiscutables, de l'ingratitude manifeste, des preuves documentées. Des preuves. Il voulait des preuves tangibles. Très bien. J'en avais, j'allais en avoir. J'ai immédiatement commencé à documenter systématiquement, méthodiquement, discrètement. Mon vieux téléphone portable, un Nokia 3310 basique que Clément trouvait ridicule et dépassé, sur lequel il se moquait régulièrement, avait une fonction enregistreur vocal que personne ne soupçonnait, que personne ne connaissait. J'ai commencé à enregistrer des conversations. Les remarques humiliantes quotidiennes, les discussions détaillées sur mes comptes à vider, les plans précis pour me placer en établissement, les calculs financiers, tout, chaque mot, chaque phrase, chaque trahison capturée numériquement, horodatée, sauvegardée. En octobre 2023, la situation quotidienne s'est encore considérablement dégradée. Isabelle a brutalement commencé à rationner, à limiter drastiquement ma nourriture. « Vous mangez vraiment beaucoup trop pour votre âge, papa Vincent. C'est très mauvais pour votre santé fragile. Et puis franchement, ça coûte une fortune. » Mon petit déjeuner se résumait désormais à un simple café noir et une biscotte sèche. Le déjeuner, très souvent, un reste réchauffé de la veille, parfois même de l'avant-veille. Le soir, je devais me contenter d'une soupe claire aux légumes et d'un yaourt nature. Pendant ce temps exact, eux se régalaient quotidiennement de plateaux entiers de fromage, affinés à 50 ou 60 €, de vin fin de Bourgogne et de Bordeaux à 120, 150 € la bouteille, de viande de qualité supérieure, de desserts luxueux. Je maigrissais visiblement. Rapidement, mes costumes lanvins flottaient sur mon corps amaigri, mes chemises blanches pendaient, mais je ne disais absolument rien. Pas un mot de protestation. Je continuais simplement à observer, à enregistrer, à documenter. En novembre 2023, Clément m'a formellement annoncé qu'il était désormais impératif que je contribue financièrement aux charges mensuelles de l'appartement. « Papa, sois raisonnable. Tu vis ici confortablement depuis maintenant presque 10 mois. C'est tout à fait normal, c'est même la moindre des choses que tu participes aux frais. 500 € par mois, franchement ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est même très peu. 500 € prélevés mensuellement sur ma retraite officielle de 1 400 €. Il me laissait donc exactement 900 € pour vivre, pour mes médicaments nombreux, pour mes vêtements, pour tout. J'ai accepté immédiatement sans la moindre discussion. Bien sûr, mon fils, c'est parfaitement normal, c'est juste. Et j'ai commencé à lui verser religieusement cette somme chaque premier du mois en espèces qu'il empochait sans même un merci, tout en continuant à recevoir discrètement mes véritables revenus mensuels, environ 29 000 € entre loyer net, dividendes d'actions et intérêts divers, sur mes comptes bancaires séparés et secrets. Décembre 2023. Le mois des fêtes de fin d'année. Le mois sacré de Noël. Le mois où absolument tout a définitivement basculé dans ma décision. Isabelle organisait un grand réveillon de Noël somptueux, 35 invités prestigieux, champagne Krug à 350 € la bouteille.
Caviar pétrocian à 80 € les 50 grammes. Homard bleu de Bretagne, foie gradois du Périgord. Tout le grand luxe parisien étalé sans retenue. Le matin du 24 décembre, à 9 heures précises, elle m'a convoqué dans le grand salon comme on convoque un domestique. Papa Vincent, écoutez-moi attentivement. Ce soir, nous recevons des gens extrêmement importants. Des clients fortunés de Clément, des amis très influents, des relations d'affaires cruciales. Il vaudrait vraiment beaucoup mieux que vous restiez sagement enfermé dans votre chambre toute la soirée. Vous comprenez bien votre présence au milieu de nos invités élégants, comment dire délicatement, ça fait vraiment désordre. Un vieux monsieur diminué au milieu de nos convives, ce n'est vraiment pas très élégant, pas du tout présentable. Je vous ferai monter discrètement un petit plateau repas vers 20 heures. Ça fait désordre. Ces 3 mots terribles. Je les ai entendus avec une clarté cristalline. Enregistrés dans ma mémoire et sur mon Nokia. Mon téléphone était dans ma poche de veste en tweed, en marche, enregistrant. Je me suis levé très lentement de mon fauteuil. J'ai hoché la tête sans un mot, et je suis monté dans ma chambre du fond du couloir. Seul, abandonné. Le soir de Noël, le 24 décembre. Pendant qu'en bas, exactement 34 personnes riaient bruyamment, trinquaient joyeusement, s'amusaient dans l'appartement que j'avais financé en grande partie avec mes 150 000 €. J'ai mangé mon plateau repas misérable, une tranche de dinde froide, 2 pommes de terre bouillies sans beurre, une compote, en écoutant le bruit assourdissant de la fête, les rires, la musique, le bonheur des autres. Et là, assis seul sur mon lit dans cette chambre, j'ai pris ma décision finale absolue, irrévocable, définitive. Le 27 décembre 2023, 2 jours après Noël, j'ai rappelé Maître Fontaine. Rendez-vous urgent demandé. Le 30 décembre, à 10 heures du matin précise, j'étais assis dans son bureau élégant du 24 rue de Rivoli. Il m'a fait asseoir confortablement dans un fauteuil en cuir. « Monsieur Muller, êtes-vous absolument certain de vouloir procéder ? C'est une décision extrêmement grave, irrévocable. » J'ai posé calmement sur son grand bureau en acajou mon téléphone Nokia avec tous les enregistrements vocaux. 42 au total, des photos imprimées, des relevés bancaires officiels montrant les prélèvements mensuels de 500 €, des témoignages écrits et signés de Madame Dubois, ma gentille voisine du 3e étage, qui avait remarqué avec inquiétude ma perte de poids dramatique et mes conditions de vie déplorables. Tout. Un dossier complet de 87 pages. Maître Fontaine a minutieusement examiné tous les documents pendant plus d'1 heure et demie. Lisant, relisant, écoutant certains enregistrements, hochant la tête, prenant des notes. Puis finalement, il a levé les yeux vers moi et j'ai vu dans son regard une colère froide. « Monsieur Muller, avec ce dossier extrêmement solide, vous avez très largement de quoi procéder légalement à une révocation de donation pour ingratitude manifeste, conformément aux articles 955 et suivants du Code civil. Le tribunal ne pourra pas refuser, c'est certain, mais je vous propose quelque chose de plus complet, de plus définitif. » Il m'a alors expliqué son plan juridique détaillé. D'abord, établir immédiatement un nouveau testament en forme authentique, révoquant explicitement tous les testaments précédents que j'avais pu faire. Dans ce nouveau testament, Clément serait déshérité au maximum légalement permis par la loi française. Il recevrait uniquement sa réserve héréditaire obligatoire, 1/4 de mon patrimoine total en tant qu'enfant unique, soit environ 1 780 000 €. Les 3/4 restants, soit plus de 5 300 000 €, seraient légués à diverses œuvres caritatives soigneusement choisies que j'avais décidé de soutenir. Deuxièmement, lancer immédiatement une procédure judiciaire officielle de révocation de la donation déguisée concernant l'appartement de l'avenue Hoche. Avec toutes les preuves solides d'ingratitude manifeste que j'avais accumulées, le tribunal pourrait et devrait ordonner le retour juridique du bien dans mon patrimoine personnel. Troisièmement, protéger immédiatement, sans attendre,
tous mes avoirs financiers par une modification en urgence des bénéficiaires de mes 3 assurances vie et un changement complet des mandataires autorisés sur tous mes comptes de gestion patrimoniale. Monsieur Muller, a conclu gravement Maître Fontaine en me regardant droit dans les yeux, si vous mettez en œuvre ce plan juridique dans son intégralité, votre fils Clément ne recevra pratiquement rien de votre vivant et très peu à votre décès. Êtes-vous vraiment, sincèrement, profondément en paix avec cette décision aussi radicale? J'ai réfléchi, longuement, profondément, 10 secondes, 20 secondes. Puis j'ai répondu d'une voix ferme et claire, « Maître Fontaine, mon fils a délibérément choisi l'argent plutôt que l'amour paternel. Il a consciemment choisi l'humiliation calculée plutôt que le respect filial. Il a volontairement choisi la cupidité aveugle plutôt que la gratitude élémentaire. Je ne lui dois légalement plus rien, absolument rien, sinon exactement ce que la loi française m'oblige strictement à lui laisser. Pas un centime de plus. Procédez immédiatement. » Le 5 janvier 2024, tous les documents juridiques étaient officiellement signés devant témoins. Le 8 janvier, toutes les modifications bancaires et financières étaient effectuées et enregistrées. Le 10 janvier, la procédure officielle de révocation était formellement lancée en justice au tribunal de grande instance de Paris. Et moi, Vincent Muller, 87 ans, je continuais imperturbablement à jouer mon rôle de vieux père diminué et naïf dans l'appartement de l'avenue Hoche, en attendant patiemment, calmement, le moment approprié. Les semaines suivantes ont été une descente progressive, méthodique, implacable vers l'enfer quotidien. Isabelle est devenue encore beaucoup plus dure, encore plus cruelle. Papa Vincent, vous pourriez quand même au moins faire le ménage complet de votre chambre. Vous ne servez strictement à rien ici. Vous êtes totalement inutile. Un poids mort. Clément, lui, évitait systématiquement mon regard. Je pense sincèrement qu'il commençait à ressentir une certaine honte diffuse, un malaise, mais pas suffisamment pour changer concrètement de comportement, pas assez pour s'opposer à sa femme. En février 2024, j'ai volontairement fait semblant de tomber dans l'escalier intérieur. Rien de vraiment grave. Juste une petite chute soigneusement contrôlée qui m'a valu un beau bleu violacé de 8 cm sur le bras gauche. J'ai immédiatement appelé Madame Dubois pour qu'elle constate et témoigne. Elle est montée en courant, affolée. Elle a pris plusieurs photos détaillées avec son téléphone. « Monsieur Muller, c'est absolument inadmissible. Vous devriez porter plainte immédiatement pour maltraitance de personnes vulnérables. » Je lui ai demandé gentiment de garder simplement précieusement les photos. « Madame Dubois, ce sera très utile très bientôt. Faites-moi confiance. » Et puis c'est arrivé, le moment tant attendu, le vendredi 15 mars 2024. Un vendredi après-midi gris et froid. Clément est rentré du travail vers 18h30. Isabelle l'attendait dans le salon, je l'ai clairement entendu depuis ma chambre où je lisais. « Chérie, il faut absolument qu'on parle sérieusement de ton père. Cette situation ne peut vraiment plus durer une seule journée de plus. Il doit partir, immédiatement, dès ce week-end. » Clément a hésité faiblement. « Mais Isabelle, réfléchis quand même. On ne peut pas le mettre brutalement dehors comme ça, comme un chien. » « Si, on peut parfaitement. Cet appartement est légalement à ton nom. Juridiquement, on a totalement le droit. Il n'a qu'à aller à l'hôtel quelques jours, puis on trouvera rapidement une maison de retraite pas chère. J'ai déjà repéré un établissement convenable à Pontoise. 1100 € par mois, tout compris. Avec sa retraite, il pourra largement payer. Et nous, on sera enfin tranquille, libre, débarrassé. » J'ai entendu Clément soupirer longuement, puis finalement accepter lâchement. « D'accord, on fait ça ce week-end alors. » Le lendemain matin, samedi 16 mars, 8h45 précise, Clément est brutalement entré dans ma chambre, sans frapper, sans s'annoncer. J'étais tranquillement en train de lire mon exemplaire du Figaro du matin. Il s'est planté devant moi, les bras croisés. « Papa, il faut qu'on parle, sérieusement, maintenant. » Je l'ai regardé très calmement par-dessus mes lunettes de lecture. « Oui, mon fils, je t'écoute. » « Écoute-moi bien, papa.
La situation actuelle ne peut vraiment plus continuer comme ça. Tu vis ici depuis maintenant plus de 14 mois. Tu ne paies pratiquement rien malgré les 500 € ridicules. Et franchement, c'est devenu extrêmement compliqué pour nous. Pour notre couple, pour notre vie. Isabelle et moi, on a vraiment besoin d'espace, de liberté, d'intimité. Tu comprends ça, j'espère? J'ai hoché lentement la tête. Je comprends parfaitement, Clément. Bien, très bien. Alors voilà exactement ce qu'on a décidé ensemble. Tu vas faire tes valises aujourd'hui même. Dès maintenant. Demain, dimanche matin, tu pars définitivement. J'ai déjà réservé une chambre d'hôtel pour une semaine à Levallois-Perret, l'hôtel Campanile, près du métro. Ensuite, dans les jours qui viennent, on te trouvera une place convenable en maison de retraite en banlieue. Une chambre d'hôtel à Levallois-Perret, même pas dans Paris intramuros. Une banlieue grise et triste. Et toutes mes affaires personnelles, mes vêtements, mes livres, on te les fera suivre plus tard dans des cartons. Prends juste le strict nécessaire pour une semaine. Je me suis levé lentement, difficilement, comme un très vieil homme fatigué. J'ai sorti ma vieille valise en cuir marron, usée du fond du placard. J'ai commencé à plier méticuleusement quelques chemises blanches, un pantalon de ville, mes médicaments quotidiens nombreux. Clément me regardait faire, visiblement mal à l'aise malgré tout. « Papa, s'il te plaît, ne le prends pas mal, ne m'en veux pas. C'est vraiment mieux pour absolument tout le monde. Pour toi aussi, tu verras, en maison de retraite, tu seras vraiment bien. Tu auras plein de gens de ton âge, des activités adaptées, des animations. » Des activités, des animations. Comme si j'étais effectivement un enfant attardé qu'on case dans une colonie de vacances spécialisée. J'ai soigneusement bouclé ma valise. « C'est bon, Clément, je suis entièrement prêt. » Il a froncé les sourcils, surpris. « Quoi maintenant? Tout de suite? Mais papa, j'ai dit que c'était prévu pour demain matin. » Je préfère partir immédiatement, tout de suite. Pourquoi attendre inutilement demain? Autant en finir maintenant. Un long silence pesant. Puis, Isabelle est soudainement apparue dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, souriante. « Excellent. Parfait. Comme ça, on pourra commencer à vider et refaire complètement cette chambre dès cet après-midi. J'ai déjà contacté hier un décorateur d'intérieur. Il vient lundi matin pour les devis. » Nous sommes descendus tous les trois en silence. Dans l'ascenseur étroit, personne ne prononçait le moindre mot. J'avais ma valise marron à la main, mon vieux manteau gris sur le dos, mon écharpe beige que ma chère Marguerite m'avait tendrement tricoté il y a exactement 15 ans. Nous sommes arrivés dans le hall d'entrée élégant. Le gardien, M. Bertrand, nous a immédiatement regardés. Il a vu ma valise, mon air résigné. Il a tout compris en 2 secondes. Ses yeux se sont écarquillés de stupéfaction et d'horreur. C'est exactement là que Clément a prononcé la phrase fatidique que j'attendais secrètement, celle qui scellait absolument et définitivement son destin. Il s'est tourné vers M. Bertrand et, d'une voix forte, très forte, pour que absolument tout le monde entende bien, Madame Dubois rentrait justement de ses courses matinales, M. Chen du 6e descendait promener son caniche, 2 autres voisins traversaient le hall. Il a déclaré solennellement, « Monsieur Bertrand, écoutez-moi attentivement. À partir de maintenant, de cette minute précise, mon père n'habite plus ici. Cette maison n'est plus la sienne, plus du tout. Si jamais il essaie de revenir, de sonner, de rentrer, vous l'empêcherez formellement d'entrer. Vous lui interdirez l'accès. C'est très bien compris? C'est un ordre formel. » Monsieur Bertrand a ouvert la bouche, visiblement choqué, horrifié. Il m'a regardé avec une immense tristesse. « Mais, monsieur Clément, c'est quand même votre père. » J'ai dit, « Empêchez-le formellement d'entrer. C'est un ordre direct. » Madame Dubois a brutalement lâché son sac de courses qui est tombé par terre. Monsieur Chen s'est complètement figé. Les 2 autres voisins se sont arrêtés net. Isabelle, elle, souriait largement. Un sourire froid, victorieux, triomphant. Et moi, Vincent Muller, 87 ans,
Je suis calmement sorti de l'immeuble. J'ai traversé lentement le large trottoir et je me suis assis sur le banc public en bois juste en face de l'entrée. J'ai délicatement posé ma valise à côté de moi et j'ai attendu, sans un seul mot, sans une seule larme, sans aucune protestation, juste avec ce tout petit sourire au coin des lèvres, parce que je savais exactement ce qui allait se passer, dans exactement 35 minutes. Clément et Isabelle sont remontés dans l'appartement, probablement pour célébrer leur victoire. Madame Dubois s'est précipitamment approchée de moi, les larmes aux yeux. Monsieur Muller, c'est une honte absolue, une honte. Vous ne pouvez vraiment pas rester là dehors, il fait terriblement froid. Venez immédiatement chez moi, je vous en supplie. J'ai secoué doucement la tête. Merci infiniment, chère Madame Dubois. Mais je préfère sincèrement rester ici. Juste un moment, un tout petit moment. Elle a désespérément insisté. Mais vous allez attraper la mort, une pneumonie. Ne vous inquiétez absolument pas pour moi. Je vous assure que tout va très bien se passer, très bientôt. Les heures ont lentement passé. 18 heures, 19 heures, 20 heures précises. La nuit tombait progressivement sur Paris. Il faisait de plus en plus froid, un froid pénétrant de mars. De temps en temps, un voisin passait, me jetait un regard gêné, choqué, indigné. Certains me proposaient spontanément de l'aide. Je refusais poliment chaque fois. Je vais très bien, merci beaucoup. À la fenêtre éclairée du 5e étage, je voyais distinctement Isabelle qui m'observait régulièrement. Elle riait. Elle devait certainement se dire avec satisfaction: le vieux a finalement compris, il est parti comme un chien battu. On a gagné, mais ce qu'elle ne savait absolument pas, ce que Clément ne savait pas non plus, c'est que pendant que j'étais patiemment assis sur ce banc inconfortable, Maître Fontaine était précisément en train de finaliser la toute dernière étape cruciale du plan juridique. À 20h30 précise, j'avais expressément demandé cette heure symbolique. Son assistant personnel, Maître Durand, devait remettre en main propre directement à Clément une assignation officielle en justice, pour révocation de donation, pour ingratitude manifeste caractérisée et pour demande de restitution immédiate de l'appartement. À 20h35 exactement, j'ai entendu la sonnette stridente de l'interphone, puis des voix dans le hall. Monsieur Bertrand parlait avec quelqu'un. « Oui, monsieur, c'est bien au 5e étage. Appartement B. » Des pas décidés dans l'escalier. Quelques minutes interminables plus tard, des cris, des hurlements. La voix de Clément complètement paniquée. « Quoi? C'est quoi ce délire complet ?» La voix d'Isabelle devenue soudainement hystérique. Une révocation, mais c'est totalement impossible. Il n'a strictement rien à révoquer. Il ne possède absolument rien. C'est un pauvre. J'ai souri intérieurement et j'ai continué d'attendre calmement. Exactement 10 minutes plus tard, Clément est descendu en trombe, dévalant les escaliers. Il est sorti brutalement de l'immeuble. Il m'a vu immédiatement sur le banc. Il s'est précipité vers moi, le document juridique tremblant dans sa main, le visage complètement blême. « Papa, c'est quoi ça? Explique-moi. » J'ai très lentement levé les yeux vers lui, très calmement. « Ça, mon fils, c'est simplement la réalité juridique que tu as obstinément refusé de voir. Mais ce document officiel dit que tu révoques une donation de 150 000 € pour l'achat de cet appartement. C'est complètement n'importe quoi, du délire. Tu ne m'as jamais donné 150 000 €, jamais. » J'ai lentement sorti de ma poche intérieure une enveloppe Kraft. Je l'ai tendue à Clément. « Ouvre-la, lis. » Il a ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un relevé bancaire officiel, daté très précisément du 15 août 2019. Un virement de 150 000 € de mon compte personnel vers le compte de Clément, avec la mention explicite « Aide achat appartement avenue Hoche ». Et en dessous, un échange complet d'emails entre Clément et moi, imprimé, où il me remerciait chaleureusement pour cette donation extrêmement généreuse. Le visage de Clément a instantanément viré au gris cendré. Mais papa, c'était un prêt, pas une donation.
Un simple prêt familial. Aucun contrat de prêt n'a jamais été signé, Clément. Aucun document. Aucun remboursement n'a jamais été effectué en 5 ans. Pas un seul euro. Juridiquement, légalement, c'est donc une donation pure. Et selon l'article 955 du Code civil français, toute donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude manifeste. Ce que j'ai, en abondance, en énorme quantité. De quoi tu parles exactement? Quelle ingratitude? J'ai quand même généreusement accueilli chez moi pendant plus d'1 an. J'ai sorti mon téléphone Nokia de ma poche. Tu veux écouter? J'ai exactement 42 enregistrements audio, des conversations détaillées entre toi et Isabelle, où vous planifiez minutieusement de me placer en maison de retraite pour vider tranquillement mes comptes, où vous discutez de louer ma chambre sur Airbnb pour 6 000 € mensuels, où Isabelle me traite explicitement de poids, de fardeau, où elle dit textuellement que je fais des ordres. J'ai également des témoignages écrits et signés de 3 voisins sur les conditions déplorables dans lesquelles tu m'as fait vivre, la limitation drastique de nourriture, l'exigence absurde de 500 € de loyer mensuel sur ma maigre retraite, les humiliations répétées, tout, absolument tout est documenté, enregistré, prouvé. Clément tremblait de tous ses membres. Papa, on peut quand même en discuter calmement, trouver un arrangement. Il n'y a strictement rien à discuter, Clément, plus rien. Le tribunal de grande instance de Paris se prononcera dans les semaines qui viennent. Mais je peux déjà te dire avec certitude ce qui va se passer. La donation sera juridiquement révoquée. Cet appartement redeviendra légalement mien. Ensuite, je le vendrai, ou je le louerai. Mais toi et Isabelle, vous devrez partir, déménager. Et quant à mon héritage futur, j'ai fait une longue pause dramatique. Tu recevras ta réserve héréditaire légale, 1/4 de mon patrimoine total, pas un seul centime de plus. 1/4, mais papa, je suis ton fils unique, j'ai légalement droit à tout, à la totalité. J'ai secoué fermement la tête. Non, Clément. En tant qu'enfant unique, tu as droit à la moitié en réserve obligatoire. Mais j'ai fait établir un nouveau testament il y a exactement 3 mois chez Maître Fontaine. La quotité disponible, l'autre moitié que je peux léguer absolument librement, ira intégralement à des œuvres caritatives soigneusement sélectionnées. Tu auras exactement ce que la loi française t'oblige à recevoir, le strict minimum, rien de plus, plus jamais. Mais combien tu as exactement au total? Isabelle était descendue en courant et se tenait maintenant derrière Clément, haletante. Elle aussi voulait désespérément savoir. J'ai regardé longuement mon fils, puis ma belle-fille, et j'ai prononcé le chiffre, lentement, distinctement. 7 160 000 €. Le silence a été absolument assourdissant. Isabelle a porté la main à sa bouche, les yeux exorbités. Clément a littéralement vacillé, comme frappé physiquement. Quoi? 7 160 000 €, Clément. C'est mon patrimoine personnel actuel. 4 appartements en location à Paris et Lyon. Un portefeuille d'actions diversifié. 3 assurances vie. Des obligations. Des comptes épargne. Tout géré silencieusement, efficacement, discrètement depuis 66 ans. Tu recevras environ 1 780 000 €. Le reste, plus de 5 380 000 €, ira à la Fondation de France, à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge française et à la Fondation Abbé Pierre. Des organisations qui savent authentiquement ce que signifie aider les plus démunis, les plus vulnérables. Isabelle s'est mise à hurler comme une folle. Mais c'est totalement impossible. Vous êtes un vieux pauvre, un misérable. Vous n'avez rien, absolument rien. Vous vivez pathétiquement de votre petite retraite ridicule. C'est exactement ce que je voulais vous faire croire, Isabelle. Pour voir, pour tester, pour savoir définitivement si mon fils m'aimait sincèrement pour moi, pour ce que je suis, ou uniquement pour ce qu'il espérait avidement hériter. Maintenant, je sais, j'ai ma réponse. Je me suis lentement levé.
Et pour votre information précise, je ne vais absolument pas dans une chambre d'hôtel misérable à Levallois-Perret. Je vais dans mon appartement, mon véritable appartement personnel. 150 mètres carrés, 7e arrondissement, vue panoramique sur les Invalides et la Tour Eiffel. Un bien immobilier que je possède depuis 1987 et dont vous ignoriez totalement l'existence. J'y ai fait livrer et installer mes meubles favoris la semaine dernière. Je savais parfaitement que ce moment arriverait. Je m'y étais préparé. J'ai fermement pris ma valise. Ah, et encore une dernière chose importante. Dans l'assignation que vous venez de recevoir, il est clairement indiqué que vous avez exactement 15 jours pour libérer les lieux, pas un jour de plus. Passé ce délai, l'expulsion sera ordonnée par huissier. Je vous conseille vivement de chercher un logement rapidement. Avec vos moyens financiers, peut-être quelque chose de plus modeste. Levallois-Perret, par exemple, ou Montreuil. Et je suis parti. Définitivement. J'ai traversé l'avenue Hoche, ma valise à la main, sous le regard de Madame Dubois qui applaudissait frénétiquement depuis sa fenêtre, sous le regard de Monsieur Chen qui levait le pouce en signe de victoire, sous le regard stupéfait et admiratif de Monsieur Bertrand. Derrière moi, j'entendais Isabelle crier hystériquement. « Non, non, ce n'est pas possible, faites quelque chose, Clément, fais quelque chose !» Et Clément, totalement effondré, complètement silencieux. Vous voulez savoir comment cette histoire s'est finalement terminée et quelle leçon définitive ce père a donnée à son fils ingrat. Laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père, parce que ce qui s'est passé ensuite va vous laisser complètement sans voix. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Vincent a vraiment bien agi? De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Les semaines suivantes ont été un tourbillon juridique intense. L'avocat de Clément, un ténor du barreau parisien probablement payé avec les toutes dernières économies du couple, a désespérément tenté de contester la révocation. Il a longuement argumenté que les enregistrements avaient été faits sans consentement préalable, qu'ils étaient donc juridiquement irrecevables selon lui. Mais Maître Fontaine avait parfaitement prévu cette objection classique. Les enregistrements n'étaient qu'une partie du dossier complet. Les témoignages écrits détaillés de 3 voisins, Madame Dubois, Monsieur Chen et même le gardien Monsieur Bertrand qui avait finalement accepté de témoigner malgré sa position délicate, confirmaient tous les mauvais traitements répétés. Les photos médicales de Montbleu au bras, les relevés bancaires officiels montrant les prélèvements mensuels de 500 €. Les emails d'Isabelle à diverses maisons de retraite demandant les tarifs et les disponibilités. Tout formait un faisceau de preuves absolument accablant. Le 15 avril 2024, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement. La donation de 150 000 € était officiellement révoquée pour ingratitude manifeste caractérisée. L'appartement devait légalement revenir dans mon patrimoine personnel. Clément et Isabelle avaient exactement 30 jours calendaires pour quitter définitivement les lieux. Le juge avait été particulièrement sévère, presque dur, dans ses attendus écrits. Je cite textuellement « L'attitude du défendeur envers son père constitue une violation grave et caractérisée des devoirs moraux les plus élémentaires d'un enfant. » Les preuves versées au dossier démontrent sans aucune ambiguïté une volonté délibérée d'humilier et d'exploiter financièrement une personne âgée, vulnérable. La révocation est pleinement justifiée et accordée. Clément a fait appel, évidemment, mais l'appel a été purement et simplement rejeté en octobre 2024. En attendant, j'avais récupéré mon appartement. Je ne l'ai finalement pas revendu. J'ai décidé de le louer à une jeune famille méritante avec 3 enfants pour 1 800 € par mois, très largement en dessous du prix du marché qui serait de 3 500 €. Une famille qui avait vraiment besoin d'espace et qui appréciait sincèrement la chance qu'on leur donnait. Madame Petit, la mère, m'envoie une carte de remerciement manuscrite tous les mois. Ses enfants m'appellent affectueusement « Papy Vincent » quand je passe personnellement prendre le loyer. Quant à Clément et Isabelle, ils ont finalement trouvé un 2 pièces vétuste à Montreuil.
45 mètres carrés, 1400 € par mois. Isabelle a dû retourner travailler, elle qui n'avait pas eu le moindre emploi depuis 10 ans, profitant confortablement de la situation financière du couple. Elle a trouvé un poste d'assistante commerciale dans une PME de Pantin. Salaire, 2200 € net. Clément, lui, gagne environ 3500 € comme cadre moyen dans une entreprise de logistique. Ensemble, ils arrivent péniblement à boucler les fins de mois. Les vacances de rêve aux Maldives, c'est définitivement terminé. Les sacs Hermès d'Isabelle ont été revendus sur Vestiaire Collective. La belle vie insouciante s'est brutalement envolée. Aujourd'hui, en ce début d'année 2025, j'ai 88 ans. Je vis seul mais heureux dans mon bel appartement du 7e. Je lis quotidiennement. J'écoute de la musique classique, du Debussy, du Ravel, du Fauré. Je me promène au jardin du Luxembourg. Je déjeune au café de Flore le jeudi. Je vais au concert philharmonique le dimanche. Je voyage, Toscane, Vienne. Je vis vraiment, dignement, librement. Vous avez aimé cette histoire de résilience et de justice. Laissez votre like, partagez et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père. Dites-nous, Vincent a-t-il eu raison? De quelle ville nous suivez-vous? Souvenez-vous, la dignité n'a pas de prix et le respect ne se négocie jamais. Un grand salut et à très bientôt.